Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence pour explorer ce qu'est la musicothérapie. Alors, je m'appelle Sylvie Elonneau, je suis auteure, réalisatrice et passionnée par la science et ses implications dans la société. Alors, j'ai animé entre autres des débats pour la Cité des Sciences dans le cadre d'un magazine qui s'appelait Débat et vice-versa pour universcience.tv. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on dit souvent que... Pardon, je vais avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est mieux. D'accord, je crois que j'avais pas de retour. Merci beaucoup. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Et pour introduire notre débat, nous avions envie de vous faire écouter le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov, connu pour déclencher le frisson musical, puisque c'est ainsi qu'on nomme ce que vous allez peut-être ressentir là tout de suite maintenant. Cette œuvre est l'une des plus pilo-hérissantes, c'est comme ça qu'on l'appelle, référencée par les chercheurs d'université, et 5% des personnes qui l'entendraient vivraient ce fameux frisson musical. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas il y a 5% des personnes qui sont concernées par ça. Alors les chercheurs s'intéressent de plus en plus au pouvoir de l'art sur notre santé, et plus particulièrement sur celui de la musique sur notre santé. La musicothérapie était à l'origine principalement utilisée pour apaiser les souffrances psychiques, mais son champ d'application tend à s'élargir largement à cause de l'évolution de la discipline, mais pas seulement. Il y a aussi pas mal de récentes découvertes scientifiques, et c'est de ça dont il va s'agir ce soir. Alors la musique agirait notamment sur le système nerveux autonome. La musique ferait baisser la tension artérielle, la musique augmenterait les défenses immunitaires et la musique boosterait notre mémoire. Alors ça fait beaucoup, et l'impact se prolongerait sur plusieurs plans, cognitifs, émotionnels et comportemental. Alors ce soir, nous allons faire le point sur tout ça, sur ce que c'est que la musicothérapie, sur les promesses qui lui sont liées, et également, évidemment, sur les limites de la musicothérapie. Alors nous avons la chance ce soir d'accueillir, vous pouvez venir, de bénéficier de la présence de 3 intervenants qui ont chacun un lien très fort avec la musique, vous pouvez placer comme vous voulez, avec la musique et la musicothérapie. Et vous aurez largement le temps de vous en rendre compte au cours de ce débat. Voilà, chacun prend sa place. Alors, Stéphane Guettin, bonjour. Vous êtes musicothérapeute et docteur en psychologie clinique. Vous avez cofondé en 2008 la société MusicCare qui a développé une application numérique de santé qui permet de soulager, de traiter la douleur, mais aussi l'anxiété.
des patients hospitalisés. Cette application a obtenu le label MediaCare, qui récompense les meilleures applications dans la e-santé. Nous avons ensuite, et à côté de vous, Edith Lecourt. Bonjour. Vous êtes musicienne, musicothérapeute et professeure de psychologie clinique à l'Université Paris 5 René Descartes. Vous êtes cofondatrice de l'Association française de musicothérapie. Vous avez publié de nombreux livres, dont Les arts-thérapies en 2017 et la musicothérapie en 2014. Alors vous vous intéressez plus précisément aux fonctions psychiques et somatiques de la musique, et aussi à la manière dont cette dernière, donc la musique, peut aider à la démarche psychothérapeute. Notre dernier invité, c'est David Christoffel. Vous êtes docteur en musicologie à l'EHESS, spécialiste des rapports entre poésie et musique. Vous venez de lancer une émission indépendante qui s'appelle Métaclassique, et sur le site du même nom. Et vous êtes l'auteur de La musique vous veut du bien, paru aux presses universitaires de France en 2018. Ouvrage dans lequel vous proposez un tour d'horizon des théories à l'œuvre en musicothérapie. Alors, je précise, des plus fascinantes aux plus farfelues, en réalité. Et vous vous interrogez sur le risque qu'il y a à médicaliser notre rapport à la musique. C'est ça. D'accord. Quelques mots sur la façon dont va se dérouler la soirée. Nous allons prendre 45 minutes tous les quatre pour mieux comprendre ce que c'est que la musicothérapie, les enjeux et les défis qui lui sont liés. Ensuite, eh bien, je me tournerai vers vous et vous pourrez poser les questions qui vous seront venues au fil de la conversation. Alors, je vous donne un conseil, notez-les au fur et à mesure, comme ça vous n'en oublierez pas et ce sera plus fluide. Vous avez également la possibilité de contribuer au live à la discussion via le hashtag AppConf. Je vous précise par ailleurs, et ça c'est important, que la conférence est filmée. Donc ceux qui ne souhaitent pas apparaître à l'image, je leur conseille d'aller voir notre équipe. Ou de vous cacher, je ne sais pas. Mon rôle va être que nous parvenions à être tous le plus pédagogique possible, et puis à tenir le timing évidemment. Donc je n'hésiterai pas à vous dire si vos interventions sont trop longues. Voilà, je suis un peu la gardienne du temps. Ok pour tout le monde? Donc la première partie de ce débat, on va essayer de comprendre ce que c'est que la musicothérapie précisément. Et Edith, je m'adresse à vous en premier. Comme nous le disions, vous êtes musicothérapeute et musicienne, psychologue clinicienne et cofondatrice de l'Association française de musicothérapie. Alors forcément, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous définissiez un petit peu ce que c'est que la musicothérapie. Est-ce qu'il y a une définition précise? Où est-ce qu'on en est en fait? Alors, voilà, servez-vous. Oui, alors c'est important, la définition c'est important. D'abord, donc, moi je voudrais préciser que c'est pas une découverte actuelle, c'est pas les médecines douces, c'est pas. Ça date de tout temps. J'allais également un peu quitter, mais même avant. De tout temps, l'être humain a utilisé le son et la musique pour communiquer, pour exprimer ses émotions en particulier. Et s'est rendu compte qu'il y avait un effet sur l'être humain, et notamment les quelques écrits anciens qu'on ait, c'est plus par rapport à la dépression, ou par rapport à la stimulation, par rapport à l'apathie, par rapport à l'apaisement, etc., des choses comme ça. Donc ça a toujours existé et c'est dans toutes les cultures. Donc c'est pas du tout une invention récente, occidentale, et voilà. Ça, je crois que c'est important de le dire parce que ça situe mieux les choses.
Alors, Comment la définir? comment la définir? C'est l'utilisation alors, du son et de la musique. C'est-à-dire que c'est pas que la grande musique comme celle qu'on vient d'entendre. Toutes les musiques sont utilisables et les sons sont utilisables aussi. Moi, j'utilise aussi les bruits. Donc, c'est toute cette sphère sonore qui s'organise en musique à certains moments, à d'autres moments autrement et à d'autres moments en langage. Donc, c'est toute cette relation au son, à la musique, jusqu'au langage qui est explorée dans une relation. La musicothérapie, c'est une relation. C'est pas le pouvoir d'un son isolé, etc., qu'on mettrait avec une machine. La musicothérapie, c'est une relation donc d'un musicothérapeute qui lui-même est très engagé dans la musique, personnellement engagé, c'est-à-dire qu'il en fait, que c'est important pour lui, qu'il s'exprime avec la musique, et c'est parce qu'il va pouvoir s'exprimer et aider l'autre à s'exprimer aussi que ça va pouvoir marcher, que la relation va se faire. Donc ça, c'est très important. Alors après, donc, comme j'ai dit, toutes sortes de musiques sont utilisables. Il n'y a pas d'exclusion a priori. Après, c'est vraiment l'adaptation à chacun et c'est ça qui est vraiment difficile. Parce qu'il faut tenir compte de l'histoire sonore et musicale de chaque individu. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe. Bien, c'est que chacun d'entre nous, on a toute une histoire autour du son, des expériences qu'on a pu faire. Agréables, traumatiques, et puis bien sûr des expériences d'apprentissage qu'on a pu faire de la musique, etc., de culture musicale, et puis bien sûr une culture musicale dans une culture donnée, c'est-à-dire ça peut être effectivement la culture, la musique franco-française, mais il y a aussi, chacun vient avec sa culture, donc il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment pour le musicothérapeute avoir une ouverture très très large sur les sons et les musiques pour pouvoir accepter ça, parce que en fait pour faire la relation il faut pouvoir s'adapter au langage de l'autre, à son expérience musicale, donc il faut aller vers ça. C'est du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure, oui. D'accord. Et puis donc c'est au niveau des situations qu'on propose des dispositifs, ça peut se faire en individuel, en groupe, en famille, c'est super en famille. Et puis, ça se fait aussi bien donc, à tous les âges, depuis les prématurés, lesquels il y a vraiment un travail très important à faire, et jusqu'aux personnes les plus âgées, bien sûr. Et bien sûr aussi, ça couvre de très nombreux handicaps, on va dire, et des handicaps profonds. Les handicaps notamment qui ne sont pas ouverts aux thérapies verbales. La musicothérapie est une des seules possibilités. Un moyen d'expression. Tant que nous vous et moi, on peut choisir toutes sortes de thérapies parce que on s'adapte, etc. Mais on peut très bien choisir la musicothérapie, c'est très bien. Mais je veux dire que les points forts, c'est qu'on apporte des ouvertures avec des personnes qui ont vraiment de très grandes difficultés et puis personne n'en veut. Les thérapeutes, vous savez, moi je suis psychothérapeute aussi, je suis psychanalyste, ça n'a pas été dit, mais c'est important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prendre n'importe qui dans ce type de thérapie. Donc en fait, tous les autres, ils restent autour. Hein. Donc il y a beaucoup de thérapeutes pour des gens qui ne sont pas trop malades, mais dès l'instant qu'il y a des vraies difficultés, ça se réduit de plus en plus. Les arts-thérapies, la musicothérapie en particulier, ouvrent là des perspectives très intéressantes. Alors, on parle de musicothérapie active et réceptive. Alors, réceptive, est-ce que ça veut dire passive? Comment ça se passe? En quelques mots. Alors, justement, non. Mais c'est vrai qu'à certains moments... Comment ça se passe? Quelle est la différence? Le terme de passif a été utilisé et actif. Quelquefois, passif-actif, alors qu'on a corrigé réceptif. Pourquoi? Parce que quand on dit musicothérapie passive, on fait référence à l'écoute de disques d'enregistrement, de musique enregistrée. Or, on n'est pas passif du tout quand on écoute. Donc, c'est pour ça qu'on a changé le terme en réceptif, parce qu'il y a tout un travail de réceptivité, effectivement, à la musique. Et donc, voilà.
Actif, ça veut dire que là, on va directement produire des sons, de la musique, et donc à partir d'objets sonores, mais aussi à partir d'instruments de musique, facile à jouer, bien sûr, parce que alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça demande aucune formation musicale. D'accord, pas besoin d'être musicien pour... Non, au contraire. Au contraire, parce que disons qu'un musicien professionnel, il a développé des défenses professionnelles, on va dire, comme dans toute profession. Hein. Et du coup, il faudra peut-être mieux qu'il aille faire de la peinture ou des choses que la plus accessible. Mais voilà, donc ça demande vraiment aucune formation, parce que moi, dès qu'on peut produire quelques sons, je peux faire quelque chose avec la personne. Vous allez nous expliquer plus en détail au cours du débat comment vous travaillez spécifiquement. David, vous êtes... vous pouvez prendre les micros d'ailleurs. Vous êtes l'auteur de la musique Vous veut du bien, dans lequel vous essayez de combattre l'angélisme, je dirais, lié au pouvoir de la musique, et dans lequel vous remontez jusqu'à l'Antiquité. Alors, on reviendra plus en détail par la suite sur vos conclusions, mais que pouvez-vous nous dire, pour commencer, sur l'histoire de la musicothérapie? Vous la situez où, le début de l'histoire? Ça a commencé quand? Si, comme vient de le dire Edith Lecourt, il y a toujours eu une conscience des pouvoirs émotionnels de la musique. D'en faire un usage thérapeutique, c'est beaucoup passé par des discours sur la guérison ou des cas de guérison, mais la fixation du mot même musicothérapie, moi je crois que la première occurrence que j'ai pu relever, elle date des années 1830-1840, quand on a commencé à faire venir des musiciens à la Salpêtrière pour essayer de trouver des solutions. En France, mais sachant qu'il y a pile 100 ans, on avait, dans les années 1910, encore une hésitation lexical, puisqu'on trouvait dans les journaux mention de la mélothérapie. Ça veut dire que le mot musicothérapie n'était pas encore fixé. C'est un peu différent. Alors, effectivement, là on parle de la France. Hein. Effectivement, on a eu un début de musicothérapie de façon très intéressante, en même temps que c'était la psychiatrie. Et c'est Pinel qui, effectivement, dans sa thèse de 1801, a proposé, alors non seulement d'enlever les chaînes aux patients, ça c'est le geste qui est resté historique, ou mythique même, mais parce que c'était des asiles, c'était pas des hôpitaux. De transformer les asiles en hôpitaux, c'est-à-dire de dire, mais tous ces gens-là, on doit pouvoir les soigner. C'est une question de soins. Et donc il a introduit donc, la musique, pas seulement, mais il a introduit dans son programme de traitement moral de la folie. Alors justement, ça s'inscrit vraiment dans cette opposition entre traitement physique et traitement moral. Et c'est pour ça que la musique devenait un support dans la relation, comme vous disiez, thérapeute-patient. Aussi bien qu'il ne s'agissait pas, comme on le fait avec le concerto de Rachmaninov, de faire de la musique une espèce de médicament ou de principe actif qui vient lui-même résoudre le problème ou la souffrance, mais par un travail sur l'ancrage subjectif que le patient peut avoir avec telle ou telle musique, d'aller chercher dans ses émotions, comment remettre une espèce d'ordre. Mais l'enjeu du traitement moral, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas raisonner un patient pour le sortir de la folie, plutôt que tout de suite le mettre dans un jeu de détermination, même de conditionnement, on pourrait dire, qui le remette à l'endroit. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pile le moment où on commence à avoir des écrits sur aussi les pouvoirs physiologiques de la musique. C'est ce moment-là où on commence à imaginer que la musique puisse produire un frisson. Et c'est aussi ce moment-là où on a Stendhal, par exemple, qui va relever dans les opéras de Rossini tous les airs qui ont tel ou tel effet sur les auditeurs. Il y a une petite anecdote que je trouve... une petite analogie que je trouve intéressante, c'est que dans l'étude de Psyché Louis, qui justement dit que ce concerto de Rachmaninov vous procure des frissons, la chercheuse va jusqu'à dire, en fait, on pourrait même isoler la mesure dans le concerto où le frisson se produit. Et cette mesure, elle coïncide avec une modulation, c'est-à-dire à un moment de bascule harmonique du discours musical. Et c'est aussi, 200 ans plus tôt, dans les années 1820, un moment de modulation
prière de Moïse de Rossini, que Stendhal va pointer le moment où on serait parti en finale. Et donc c'est là que ce que j'ai essayé de repérer, c'est plus on va pousser loin le fantasme d'une action directe de la musique sur le corps, plus va se nicher une pensée magique du soin par la musique. Pensée magique que je crois neutraliser quand Guy Debord nous rappelle que c'est une relation à trois, qu'il y a le patient, le thérapeute et la musique entre nous. D'accord, alors justement, quelle place a la musique selon vous dans l'imaginaire collectif comme remède? J'ai peur que ce soit en train de bouger et de bouger vers quelque chose qui pourrait être comme une espèce de musac bienveillante, c'est-à-dire une musique qui nous accompagne dans notre quotidien avec des playlists sur YouTube qui nous disent comment bien dormir en musique et qui finit par évacuer l'imagination de l'expérience esthétique pour remplacer toute notre relation à la musique par une quête de bien-être. Moi, c'est un petit peu la crainte que j'ai par... Alors, Edith, pour continuer, je vais aussi reprendre un tout petit peu parce que puisque vous avez parlé de 1830, mais juste pour contextualiser, avant on parle de tout ce qui s'est passé avant, mais 1830, c'est au moment où Pinel, effectivement, qui a fondé la psychiatrie en France, non, seulement la psychanalyse, ça va être compliqué les choses après, mais et qui a introduit ce traitement moral, c'est-à-dire psychique, on va dire, dans le sens psychique, et il a introduit la musique là, et bien c'est en même temps, il y avait effectivement un imaginaire par rapport au pouvoir de la musique énorme dans la société, c'est-à-dire que ça a été le moment où on pensait vraiment que la musique pourrait harmoniser la société française et faire un peuple, enfin c'est un mouvement nationaliste, faire harmoniser tout le peuple. Et donc la musique est introduite dans les écoles, dans les conservatoires, dans les hôpitaux, en même temps, dans le même mouvement, en pensant que même les fous pourraient profiter de la musique. C'est le moment où on portait au nu aussi les artistes les plus souffresseux, les années 1830. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une esthétique de la maladie aussi, en musique. On va revenir à une question quand même un peu clé. Est-ce que la musicothérapie soigne, Edith? Sinon, il n'y aurait pas de musicothérapie si ça ne soignait pas. Ça ne guérit pas. Voilà, c'est la nuance. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Voilà. Mais oui, ça soigne, parce que si vous nous démontrez le contraire, on pourra arrêter. Je propose qu'on passe à la deuxième partie du débat. Et nous allons maintenant nous interroger plus spécifiquement sur les effets de la musique sur la santé et les différentes méthodes utilisées. Alors forcément, Stéphane, je vais m'adresser à vous par rapport à ça. Vous avez créé en 2008 la société Music Care, qui permet au personnel soignant une prise en charge de la douleur, de l'anxiété, avec une application numérique musicale. Alors, comment vous est venue cette idée? Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si ça marche, oui, à peu près. Bon, je suis pas sûre qu'on ait du retour. Ça marche? D'accord. Je vais juste aussi repartir un petit peu, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il y a une dimension assez importante dans le mot musicothérapie. Je ne suis pas sûr que Philippe Pinel ait parlé du terme musicothérapie dans sa thèse. Je crois que c'est François Leray qui m'envoie. Non, voilà, il parle de l'utilisation de la musique à visée thérapeutique. Donc effectivement, c'est un des premiers psychiatres et chercheurs à intégrer la musique dans un but thérapeutique. Aujourd'hui, je pense, pour remettre le cadre, et dans la psychiatrie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de séparer le terme musicothérapie à ce qu'on appelle music medicine aussi dans les pays anglo-saxons, donc ce qui est des interventions musicales à visée thérapeutique, et le music listening, l'écoute musicale. Aujourd'hui, quand on fait une recherche bibliographique de l'impact de la musique dans toutes les études scientifiques, dans toutes les revues de la littérature, on sépare tous les travaux de recherche dans le domaine de la musique sur trois parties aujourd'hui, ce qui est l'écoute musicale, donc c'est le patient, par exemple, ou la patiente en obstétrique, qui va venir avec son Walkman et écouter de la musique pendant le travail. Est-ce qu'on appelle ça de la musicothérapie? Mais je ne pense pas. On a la deuxième partie où ça va être un soignant, une infirmière, ou un psychomote, ou un orthophoniste, qui va utiliser la musique comme un outil thérapeutique en plus de sa fonction
primaire, qui est une infirmière, qui va utiliser la musique de façon contrôlée pour une réflexion de pansement, pour un changement, enfin un soin douloureux. Et on a bien sûr la musicothérapie au sens noble du terme. Aujourd'hui, on a une fédération française de musicothérapie, on a des associations françaises de musicothérapie qui se battent pour la reconnaissance du statut du musicothérapeute et de l'intégration de la musicothérapie. Alors vous vous situez où? Alors moi, mon travail avec Musicaire, aujourd'hui j'appelle pas ça de la musicothérapie, parce que ce ne sont pas des professionnels musicothérapeutes qui aujourd'hui utilisent, enfin certains l'utilisent. Moi quand j'utilise mon outil Musicaire, effectivement, on est dans de la musicothérapie parce que je suis un professionnel formé, adhérent à une société de musicothérapeutes, et tandis qu'une infirmière qui va l'utiliser dans un autre contexte, on n'appellera pas ça de la musicothérapie, mais une intervention musicale. Donc la revue, aujourd'hui, les études qu'on publie, on parle de l'effet d'une intervention musicale sur la douleur ou ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais enfin, voilà, le but aujourd'hui de notre travail avec Edith et tout le monde, tous les musicothérapeutes, parce qu'avant tout je suis musicothérapeute, c'est de faire reconnaître ce terme en tant que profession. Mais donc, alors vous proposez moi, c'est une intervention musicale, dans des hôpitaux. Voilà. Et comment ça s'est fait? Comment vous est venue cette idée et comment vous travaillez? Alors, il y a deux questions. Oui. C'est venu lors d'un stage de en musicothérapie, parce que je suis musicothérapeute. J'ai fait un stage en service de rhumatologie et de rééducation fonctionnelle au CHU Montpellier. Et là, je me suis basé sur tous les cours sur lesquels reposaient les différentes techniques de musicothérapie. Et dans le traitement de la douleur, quand on faisait une revue des littératures, je me suis aperçu qu'on retrouvait plus facilement une technique musicothérapie réceptive, basée sur ce qu'on appelle sur la détente psychomusicale. Donc en musicothérapie réceptive, il y a des techniques plus à orientation psychanalytique, où là c'est presque un psychanalyste ou un psychologue qui va vraiment utiliser la musique, comme on disait, dans une relation triangulaire, et la musique va permettre d'évacuer des émotions auprès du patient, et là il faut un professionnel formé à la psychothérapie pour pouvoir accueillir ces émotions qui peuvent être éveillées. Tandis que moi, la technique qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une technique de détente psychomusicale, qui aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça, on parle plus de techniques basées sur l'hypnoanalgésie par exemple. C'est de l'hypnose en fait. C'est basé vraiment sur ce montage, en fait on développe un montage en U qui est basé sur les principes de l'hypnose. Et donc c'est ce qu'on a effectivement aujourd'hui fait valider par plus d'une cinquantaine de publications scientifiques. Alors là, si je vous ai amené un montage en L qu'on vient de publier aussi, on vient de publier des résultats très importants en réanimation sur l'endormissement des patients en cours d'une VNI, une ventilation non invasive. Et là, le but c'est d'amener progressivement par la musique un état modifié de conscience du patient. Donc comme en hypnose, où le thérapeute va utiliser la voix pour progressivement vous inviter à fermer les yeux, à vous imaginer dans un endroit calme. La voix joue un rôle fondamental dans toutes ces techniques de relaxation. Et on est parti du concept que la musique est un langage et on va permettre aussi cette modification d'état de conscience, non plus par les suggestions verbales, mais par une induction musicale qui va progressivement amener le patient à un état de relaxation et de détente. C'est de la relaxation musicale. C'est une forme c'est basé sur les principes de relaxation. D'accord. Vous pouvez rentrer un peu plus. Alors on peut peut-être écouter juste un petit extrait pour vous montrer. Ce qui est très important, et ça va être un petit peu l'origine du débat, parce que la musique, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est 5% des gens qui sur cette musique vont avoir un frisson. Mais pour moi et mon expérience et la revue de la littérature, c'est chacun d'entre nous va aller chercher une émotion dans une musique qui nous fait plaisir et qui stimule cette sensation agréable. Et c'est là qu'on va stimuler la dopamine et les neurotransmetteurs, les endorphines et tous les antidouleurs naturellement. À partir du moment où on stimule cette émotion agréable, au même titre que l'homme peut avoir une activité sexuelle, sportive, manger un bon carré de chocolat, ça va stimuler la dopamine, qui va stimuler les zones de récompense du cerveau. Et c'est comme ça que par la musique, grâce à ce frisson, cette émotion positive, qu'on va réussir à réduire de façon significative l'anxiété, je pense que la musique joue surtout sur l'humeur, et par correspondance, on va aussi détendre le corps et réduire la douleur physique. On va peut-être écouter des extraits. Alors là, je vous ai mis la musique classique, et je vous expliquerai tout à l'heure, c'est que de la musique originale que le patient ne connaît pas, pour pas qu'il y ait d'éveil. Par contre, c'est enregistré avec les plus grands musiciens de l'orchestre de Paris. Alors là, c'est ce qu'on appelle un rythme stimulant, vous voyez, c'est quand même déjà assez reposant. C'est stimulant ou reposant? Là c'est stimulant, mais ça reste. Vous allez voir qu'après, on va descendre beaucoup plus bas dans le but. Donc là, il y a une formation orchestrale avec un quatuor à cordes, un piano. Et c'est par mouvement, en fait. C'est comme en hypnose, il y a des paliers. Et toutes les 3-4 minutes, il y a différents paliers qui vont
arriver à un état vraiment plus lent. Voilà le mouvement numéro 2. Après, on peut passer. Même la façon dont le musicien compose est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise de la musique, elle n'a pas été composée dans cette intention de soigner. Et avec notre travail, ce qui est intéressant, c'est que les compositeurs composent dans cette intention de soigner. De déclencher des émotions. Alors, le début étant mineur, plus mélancolique, et la remontée du qu'on n'aura pas sur cet extrait, étant majeur, pour son émotion plus positive. Et on arrive à modifier comme ça l'état émotionnel du patient et son état d'humeur. Et le dernier passage, c'est vraiment le bas du U, des fréquences plutôt basses, avec du piano. Sentez la vie. Voilà, faut pas qu'il s'endorme. Et donc c'est pour ça que là, je vous ai mis ce qu'on appelle un montage en L. C'est pour l'endormissement chez les patients, notamment pour les troubles du sommeil, chez les patients Alzheimer aussi. Des études en cours qui sont très intéressantes. Et chez les patients en réanimation, en préopératoire au bloc, on utilise ce montage. Mais sinon, en post-opératoire, on va utiliser la remontée. Donc c'est le schéma inverse de cette courbe. Voilà. Ça a été facile à proposer aux hôpitaux? Ça a été très long et moi je suis passé par une méthode assez intéressante et c'est vrai qu'on est fiers avec l'équipe et notamment aussi avec Edith Lecourt qui m'a accompagné jusqu'à ma thèse, hein, on ne l'a pas dit mais ça a été ma directrice de thèse donc je suis très fier aussi et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, entre autres, qu'on arrive à vraiment faire reconnaître aussi, grâce à un travail de recherche, l'utilisation de la musique dans les hôpitaux. Et c'est vrai que la grande fierté de Musicaire, c'est aujourd'hui d'être intégré dans plus de 200 hôpitaux publics, d'avoir été nominé notamment Victoire de la médecine, d'avoir eu de nombreux prix à ce niveau-là, et d'être les premiers à avoir publié des études contrôlées, randomisées. Quand je suis arrivé à l'hôpital en 99, c'est vrai que les médecins me disaient, bon, il paraît que c'est lourd chez toi, les patients passent de 9 au niveau de douleur à 2, mais est-ce que tu veux pas, voilà, c'est intéressant. C'est vrai que les patients avaient des super témoignages, ils le disaient à leur médecin, ah, ça fait vraiment du bien, c'est mon moment à moi, en fin de journée, après le programme de rééducation qui est très lourd et qui peut provoquer de la douleur, c'est un vrai moment de relâchement. Et il n'y a aucun moment à l'hôpital où on prend en compte la psychologie et on est à l'écoute de la personne. Et je pense que le point le plus fort de cette technique, entre autres, pour nous, c'est d'être dans une relation d'écoute. Et le premier traitement de la douleur chez le patient, quand j'avais fait mon premier stage, il y avait le premier traitement, c'est être à l'écoute, écouter votre patient. Et en fonction de sa verbalisation, comment lui voit et vit sa douleur, on va adapter un traitement. Il y en a qui ont besoin d'anxiolytiques, d'autres pas, il y en a qui ont besoin d'antidépresseurs, plus des antalgiques de palier 1, 2 ou 3, et on adapte en fonction du vécu douloureux du patient. Et là, on est dans une vraie relation d'écoute avec le patient, puisqu'en tant que soignant, on se met à son écoute, comme l'a dit très bien tout à l'heure Edith. Il faut faire abstraction en tant que musicothérapeute ou soignant qui utilise la musique de tous nos goûts personnels. Moi, j'ai travaillé 10 ans aussi en milieu carcéral, auprès des mineurs incarcérés. Les jeunes n'écoutaient que du rap. Je ne suis pas un fan de rap. J'ai appris à aimer et je faisais que du rap toute la journée avec eux. Pareil, j'habitais à Montpellier, beaucoup de flamenco, de communauté gitane aussi qu'on retrouvait. Et on s'adapte. Et à l'hôpital, ça peut être de l'accordéon, ça peut être de la musique classique. Et je crois que la vraie force du musicothérapeute, c'est de savoir faire abstraction de ses goûts et de se mettre vraiment dans la peau du patient quelque part. Enfin, je sais pas, Edith, vous avez une autre utilisation de musicothérapie. Comment ça se passe avec vous en tant que thérapeute? Est-ce qu'il y a des séances, vos séances se passent en individuel? Comment ça se passe? Oui, alors, étant donné effectivement ce débat qui a un peu été évoqué, c'est-à-dire cette difficulté de distinguer différentes pratiques, oui. Et c'est vrai qu'au début, en France, pendant un certain nombre d'années, on a dû parler uniquement de techniques psychomusicales. Parce que, eh bien, effectivement, l'ordre des médecins en France est très strict. Alors après, bon, le fait que sur le plan international, enfin bon, ça c'est un petit peu... mais on a eu beaucoup de difficultés au départ. Mais au départ, c'était aussi sur l'analgésie. Enfin, il y a eu des travaux très sérieux sur l'analgésie qui nous ont soutenus en chirurgie dentaire. Mais vous, comment vous travaillez? Oui, non, mais voilà. Donc
pour dire que la question de la musique c'est quelque chose de très très complexe. Effectivement, qu'on ne peut pas mettre facilement en équation pour des expérimentations et des évaluations. Alors moi, du coup, après un certain temps d'usage de ces musiques, et notamment de l'écoute musicale, eh bien, j'ai renversé la donne. Je me suis dit, en fait, à la base, c'est du sonore. Alors, il y a très très peu de travaux sur l'expérience sonore déjà. Il y a des travaux sur l'acoustique, mais subjectivement, comment on reçoit les sons. Il y a des travaux sur le bruit, la subjectivité par rapport au bruit, donc ça aide beaucoup. Il faut dire que la musique contemporaine m'a beaucoup aidé aussi, parce que justement, les bruits, les sons sont rentrés dedans. Et donc, je me suis posé la question de la relation de la personne au sonore. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'histoire sonore et musicale de la personne. Vous adaptez en fonction le rapport. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on va passer par cette relation sonore. Alors, suivant les personnes, on va partir de deux sons. Simplement, le mien et celui de la personne. À partir de deux sons, on peut déjà faire des choses. On en rajoute un troisième et ça fait déjà une petite mélodie si on veut organiser quelque chose. Mais voilà, donc je suis partie vraiment de l'improvisation à partir du plus simple, pour voir comment la personne va elle-même structurer les choses. Progressivement dans la relation, elle va répondre, elle ne va pas répondre, et la production va se structurer d'une certaine façon. Et c'est ça que j'ai vraiment étudié, en relation individuelle et en groupe, parce que le groupe m'a beaucoup appris, puisque ces improvisations de groupe, on pouvait les enregistrer, on pouvait réécouter avec les personnes, reprendre les choses et faire une vraie étude dessus. Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon à la musique et que vous adaptez, ça, c'est clair. Vous adaptez votre travail. Oui, et c'est la question, on construit une relation. À partir du son, on construit la relation. Et cette relation dans le sonore, elle va produire, en général, elle produit de la musique, c'est-à-dire cette structure qui hésite au début, etc., va, à un moment donné, devenir musicale pour la personne. Et là, je saurais que pour cette personne-là, elle va dire « Ah ben, on a fait de la musique ». À ce moment-là, je sais que pour elle, la musique, c'est ça. Alors, on avait envie aussi de vous faire réagir à un schéma qui représente l'impact de la musique sur le cerveau. On a extrait ça d'un article de France Musique et on voit que chaque aspect de la musique aura un effet particulier sur le plan cognitif, affectif, comportemental. Stéphane, on voit sur ce schéma les interactions entre la musique et certaines fonctions du cerveau. Alors, si je résume très, très grossièrement, si je veux agir sur le plan cognitif, je vais jouer sur la mélodie. Si je veux avoir une action sur le plan affectif... Non, je vais corriger maintenant. Là, vous avez été chercher un vieux tableau, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait il y a au moins 10-15 ans, et qui a complètement évolué. D'accord. Et ça a été vraiment une première ébauche. Ça paraît très simpliste aussi. Oui, non, en fait, je veux agir sur le plan cognitif, je vais jouer non, mais ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que c'est par rapport au traitement de la douleur. Même ce premier tableau, quand je l'avais créé, j'avais mis musique et douleur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la musique va jouer sur les composantes même de la douleur, selon la définition de la douleur de l'IASP, qui est l'association internationale. La douleur est une sensation effectivement sensorielle, puisqu'on va avoir mal avec un niveau de douleur. Il y a des répercussions cognitives, ce qu'on appelle la mémoire de la douleur. Plus on a une douleur chronique, plus ça va nous travailler, on va rentrer dans un état de dépression. Ça va avoir une répercussion affective et bien sûr comportementale, la douleur. Donc c'est vraiment la définition. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique va pouvoir contre-stimuler toutes ces composantes, même de la douleur, en interagissant par la composante sensorielle de la musique. La musique, c'est une mise en vibration de l'air, c'est une action physique, c'est de l'air qui va aller toucher votre tympan et le faire vibrer, donc il y a vraiment une action. La musique nous touche physiquement, comme on dit. Elle a une composante cognitive, comme la Madeleine de Proust, vous mettez une musique qui va vous ramener 10 ans, 20 ans en arrière. Une composante émotionnelle et affective, bien sûr, la musique a une palette émotionnelle très très large au niveau des mélodies, et elle joue sur le comportement. En fait, ce qu'il faudrait corriger, je pense, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous dites, mais c'est que ces flèches harmonie, que ce soit l'harmonie, le timbre, la mélodie ou le rythme, les flèches doivent aller dans tous les sens. En fait, il n'y a pas le rythme, on ne peut pas dire que ça agit que sur le comportement, mais que ça va aussi jouer sur la composante affective. Je pense qu'aujourd'hui, je rajouterais même d'autres, effectivement, la culture, ce qui est très important, la religion aussi, dans la douleur, il y a ce qu'on appelle les croyances.
de la douleur par rapport à notre religion. Et donc la musique a aussi un impact bien sûr religieux et une composante religieuse et culturelle. Alors en gros, c'est pour dire que la musique est un stimuli multidimensionnel qui va permettre de travailler sur différentes composantes de la maladie. En travaillant avec les patients Alzheimer, on va travailler plus sur la composante cognitive. Donc on a des exercices en musicothérapie qui vont nous permettre de travailler sur la mémoire, la mémorisation, sur le comportement. On va peut-être plutôt travailler sur la coordination des patients en jouant, en tapant des rythmes, notamment chez les traumatisés crâniens. De façon sensorielle, là c'est plus en réanimation des patients qui sont en cas de grosses douleurs aiguës pendant des soins. Et comment travailler sur la composante sensorielle aussi pour calmer cette douleur. Donc en fait, vous êtes en train de dire que la musique finalement joue sur plein de plans du cerveau. Exactement. Et qu'à la limite, ça nous permet, au travers de la musique, de mieux comprendre le cerveau. C'est surtout ça actuellement. Alors ce qui est formidable actuellement, pour moi, mais peut-être pas que pour moi, c'est qu'effectivement on s'est battu depuis 1969 jusqu'à maintenant pour développer ces pratiques, pour les faire reconnaître, etc., etc. Et maintenant, ce sont d'autres collègues en neurosciences qui se sont saisis de la musique parce qu'elle est tellement riche qu'elle leur permet de découvrir le cerveau, ce qui est quand même extraordinaire. Effectivement, parce que la musique résonne un peu dans tout le cerveau et que donc ça leur permet vraiment d'aller plus loin dans la connaissance du fonctionnement cérébral. Une espèce de cartographie du cerveau en fonction de la musique. Alors, on va passer à la troisième partie parce que le temps file à une vitesse incroyable. Et justement dans cette partie, on va aborder les limites, voire les critiques qu'on peut adresser à la musicothérapie. Et aussi nous interroger sur l'avenir de ce type de thérapie. Alors, David, quel risque vous voyez identifiez-vous en fait dans le fait d'avoir une approche finalement assez utilitaire de la musique? Oui, mais ce serait une espèce de retournement normatif que de ne plus écouter de la musique que pour se soigner. Et en fait, c'est un peu l'objet de mon inquiétude. C'est vrai que dans le schéma que vous avez projeté, il n'y a pas l'imagination. Et l'imagination, elle est quand même le cœur de l'expérience esthétique. Je lisais le livre d'une de vos collègues qui expliquait qu'avec des patients, justement, au moment de faire ce qui à l'époque s'appelait le bilan psychomusical, avait mis un extrait d'une Turandalila symphonie de Turandalila symphonie de Donessian. Et il y avait deux profils de patients qui n'avaient pas du tout la même réaction. L'un qui était paniqué d'entendre une mesure extrêmement pulsée, permanente, parce que c'était l'angoisse du temps qui passe sans doute qu'il devait projeter dessus, et l'autre qui au contraire trouvait une grande détente à l'écoute de ce morceau. Et donc ils avaient des réactions émotionnellement opposées. Mais c'est dire la chose de façon très médicale que de dire qu'ils avaient des réactions émotionnellement opposées. C'est toute l'opération symbolique aussi qu'ils vont faire en écoutant cette musique qui pourra peut-être changer leur vie, mais ce changement de vie, il n'a pas à être refermé par un horizon strictement thérapeutique si il n'est pas le nœud d'un problème, je veux dire. Si je peux vous rassurer, ce qui se passe, en tout cas de ce que je connais moi, c'est que beaucoup de nos patients en musicothérapie, eh bien, effectivement, beaucoup découvrent la musique, on va dire, là, et ce sont des clients ensuite pour les concerts et pour les musiques. Parce qu'effectivement, ils développent un intérêt vraiment pour la musique pour elle-même et ils vont bien la musique. Non, ça ne me rassure pas au sens où ce n'est pas ça qui m'inquiète, ce n'est pas ce que vous faites avec vos patients. Ce qui m'inquiète, c'est ce que font les institutions musicales avec leurs auditeurs quand maintenant, depuis 3-4 ans, on a des saisons d'orchestre qui ont pour intitulé, non pas le nom d'un compositeur, non pas le nom même d'un genre musical, mais une émotion. Et donc il y a... c'est nouveau, enfin je veux dire, regardez les affiches des concerts de l'Orchestre de Paris par exemple, c'est le nom d'une émotion. La communication et la médiation musicale, je veux dire, prennent ce virage de caraiser notre rapport à la musique. Donc c'est en ça que je parle. C'est-à-dire que telle musique, tel concert, telle musique, telle émotion. Donc en fait on va vous vendre de l'émotion au lieu de vous proposer de la musique, c'est-à-dire une expérience esthétique dont on peut attendre qu'elle est plus... pas forcément du plaisir, qu'elle soit plus gratuite, plus incertaine, plus dangereuse potentiellement,
indique l'émotion? Je veux dire, là je suis curieuse. Est-ce que, quand vous dites que c'est l'émotion qui vend, est-ce qu'ils indiquent une émotion? Oui. Ça va être de la joie, ça va être de, je sais pas quoi, de la Oui, tristesse, ça va oui. être... Parce que du coup, c'est vraiment normatif, c'est-à-dire que si vous ne ressentez pas Ça veut dire la que vous n'avez tristesse, pas compris. c'est Potentiellement, on peut même l'interpréter comme ça, c'est terrible. oui, Ouais. j'y vais, ou alors j'y vais ou j'y vais pas, parce que c'est la joie, j'en ai pas envie en ce Ouais, moment, c'est ça. ce qui est triste. D'accord, en fait, ce que vous craignez, c'est une réduction de la musique à une émotion. C'est une évacuation de ce qu'il y a de symbolique dans l'expérience. En niant dans l'expérience l'interprétation personnelle de la vie. Pas seulement l'interprétation personnelle, parce que cette interprétation personnelle, elle peut justement être traversée de choses très universelles, mais pour que ce soit universel, il ne faut pas que ce soit juste une question d'encodage du cerveau. Il faut qu'on puisse voir au-delà. Il y a une fascination par l'encodage du cerveau. Oui. Il y a une fascination, oui, parce que les neurosciences actuellement, d'ailleurs le terme neurosciences, je ne suis pas sûre, il y a très peu de neurologues dans les neurosciences, il y en a très peu qui ont des connaissances réelles du fonctionnement du cerveau. C'est un terme qui se vend très bien, et donc les laboratoires ont tous été obligés de mettre neurosciences dans leur intitulé pour avoir des financements. Alors, moi j'ai beaucoup de collègues qui sont dedans et qui disent eux-mêmes, moi j'ai jamais vu. Alors, David, vous citez dans votre livre, on met un peu à toutes les... On prête plein de vertus à la musique. La productivité des vaches sera accentuée avec la musique. Voilà, on traite l'éjaculation précoce aussi par la musique. J'ai trouvé pas mal de possibilités offertes. Donc ça, c'est en sexologie qu'on l'a utilisé, mais en fait, c'est lié à une vieille intuition que effectivement nos activités peuvent être télécommandées rythmiquement par la musique. Il y avait un compositeur au XVIIIe siècle, Grétry, qui, quand il trouvait que quelqu'un avec qui il se baladait dans le jardin marchait pas assez vite, il commençait à chanter une marche à la vitesse à laquelle il marchait, et puis il l'accélérait petit à petit, ce qui l'incitait, ce que vous faites en fait à l'inverse avec vos patients, comme ça il l'incitait à marcher un peu plus vite. Et donc il y a un sexologue qui effectivement dans les années 70 imaginait que pour les questions d'éjaculation précoce c'était la même question, finalement c'était de se faire le chef d'orchestre de ses propres ébats en se chantant une chanson qui nous permettait peut-être de tenir le rythme. Et Stéphane, pour en dire des choses un peu plus sérieuses, vous avez créé en 2003 l'AMARC, c'est l'association de recherche en musicothérapie constituée d'un conseil scientifique. Quelles sont vos avancées? Quelles sont les perspectives de la recherche? Nous, ce qui nous a paru très intéressant à l'époque, on a commencé les premières études en 99, à l'époque la musicothérapie, les techniques d'intervention musicale étaient encore très très peu développées, voire pas du tout, enfin vraiment de façon... Oui, mais de façon... dans les hôpitaux, les CHU, il n'y avait pas beaucoup, proportionnellement. Dans les services de psychiatrie, oui, oui, mais pas dans les services de douleur ou voilà. enfin en rééducation fonctionnelle. Mais la c'est vrai qu'en psychiatrie, psychiatrie, il y avait en neurologie, mais en fait, ce qui manquait vraiment beaucoup quand on a créé cette association, c'est qu'il n'y avait aucune étude, ce qu'on appelle, je vous dis, contrôlée, randomisée, c'est la méthodologie de recherche clinique qu'on utilise pour évaluer un médicament. Et pour être remboursé par la sécurité sociale, pour être reconnu comme un soin, il nous faut ces études, c'est les premières demandes du ministère. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers ce montage en U, puisque là, je suis tombé sur une technique dite standardisable et reproductible. Et là, c'était la technique la plus évidente dans le domaine de la musicothérapie à évaluer. Aller évaluer un musicothérapeute sur du groupe en psychiatrie, il y a des biais de reproductibilité impossibles à lever, il y a beaucoup de variables. Et c'est un gros problème de l'État qu'on nous demande aujourd'hui en tant que traitement non. On nous demande ce type d'études pour évaluer le traitement non médicamenteux. C'est juste un serpent qui se mord la queue, parce que c'est impossible en médecine dite contrôlée, randomisée au niveau des études. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort, et il y a ce qu'on appelle le double aveugle, c'est-à-dire qu'on donne une pilule à un patient, même le médecin et le patient ne savent pas quelle pilule, si c'est le placebo ou le produit actif. Et comment les faire croire à un patient qu'on lui fait écouter de la musique ou pas, c'est juste impossible. Donc il faut créer des nouvelles méthodologies de recherche qu'on a travaillé, ce qu'on a pu aujourd'hui mettre en place avec ce qu'on appelle des évaluations en aveugle. C'est un autre soignant qui évaluait donc en aveugle, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est fiers avec la marque d'avoir publié, je dis, plus d'une cinquantaine d'études contrôlées, randomisées, qui objectivent de façon rigoureuse et scientifique l'impact, de façon très objective, de la musique sur les fréquences cardiaques, respiratoires. La toute dernière étude qu'on vient de sortir avec l'hôpital américain, c'est un anesthésiste qui utilise Musicaire, donc l'application avec le montage oral pendant une coronarographie, qui a un stress déclenche un stress très puissant chez ses patients, avec des consommations d'hypnotiques et d'antalgiques très poussées.
Et donc sur une centaine de patients, c'est en cours de publication, on a dans le groupe avec musique qui consomme 1 mg de midazolam, qui est un puissant hypnotique, et dans le groupe, là j'ai dit que le groupe musique qui consomme 1,2 mg, et dans le groupe contrôle 3 mg. C'est juste énorme, c'est x3. C'est-à-dire qu'en termes, là il y a des répercussions sur la sortie, sur la récupération. Moins le patient prend le médicament, plus il va récupérer, plus il va sortir plus vite. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'arriver à des études médico-économiques. Même pour être remboursé par la Sécu, il faut montrer qu'il y a un intérêt médico-économique derrière. C'est le but des études médicamenteuses. Et alors, est-ce que la musicothérapie est reconnue aujourd'hui dans le domaine médical? Est-ce que ça y est, c'est acté? Je vais laisser Edith, mais juste déjà une très grosse fierté. Je vous dis, on a commencé nous les études en 99. Alors bon, Edith c'est 69, elle en a beaucoup plus à vous raconter. Mais en tout cas, moi la grande fierté, c'est qu'en 2009, dans la recommandation de la HAS sur les troubles du comportement, on a vu quand même en première intention la musicothérapie enfin citée parmi les techniques non médicamenteuses à utiliser auprès de ces patients. Et c'est déjà super quand je dis qu'on a travaillé pendant 40 ans sur le développement et quand on voit la HAS préconiser et commencer à prescrire la musicothérapie sans qu'il y ait de remboursement, sans que ce soit cadré, mais il y a des travaux aujourd'hui rigoureux qui permettent de montrer vraiment l'intérêt et de l'utilité thérapeutique de la musique. Donc, Edith, oui, bon. Moi, je dirais que... Est-ce que c'est reconnu? Voilà. Alors, c'est reconnu, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est remboursé, c'est quoi? Non, c'est plus, est-ce que c'est connu? Non, c'est accepté comme quelque chose de sérieux, concret, tangible. Alors, voilà. En psychiatrie, ça fait longtemps quand même. Parce que, en tout cas, les hôpitaux, on a démarré d'ailleurs... tout de suite dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'on a pu développer la musicothérapie, sinon on n'aurait pas pu venir jusque maintenant. Mais en psychiatrie, effectivement, alors, en tout cas, même si certains ne le reconnaissaient pas officiellement comme le traitement, ils l'avaient dans leur service et l'utilisaient. Bon, donc il y a au moins ça pour la psychiatrie. Alors après, effectivement, toutes ces applications autour de la musique, bien sûr, se sont développées plus récemment. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais il y a deux choses. Donc il y a les pratiques elles-mêmes, le problème qu'il a dit au niveau de la recherche, mais alors ce problème on l'a dans toute la société, c'est que si on ne peut pas chiffrer quelque chose, ça n'existe pas. Donc ça c'est pour toute la société et c'est vraiment le côté très commercial aussi, puisque c'est de chiffre à chiffre. Et voilà. Donc ça pour nous c'est un problème parce que la musique effectivement c'est heureusement beaucoup plus et c'est le plus qui est important. Actuellement on travaille nous sur la dimension esthétique de la musique dans la relation thérapeutique. Quelle place a justement ce plus esthétique de la musique dans la relation thérapeutique. Alors, la reconnaissance... Ce que vous me disiez, c'est qu'il y a un diplôme officiel. Voilà, la reconnaissance est au niveau professionnel. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui a changé depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, c'est que dans les années 50 aux États-Unis, à partir des années 50, la musicothérapie a été située comme une profession. Voilà. Alors que c'était dans la culture, mais c'était des pratiques, toutes les thérapies traditionnelles utilisent la musique. Donc là, ça devenait une profession à part. Et donc une formation. Et aux États-Unis, la formation, c'était forcément tout de suite universitaire. On a mis très longtemps chez nous pour que ça puisse arriver à l'université. Donc ça est arrivé sous la forme d'un BU dans les années 80. Et puis en 2011, donc enfin, on a pu créer les masters de musicothérapie et aussi pour les autres arts thérapeutiques, en même temps danse-thérapie, art plastique et dramathérapie pour le théâtre. Donc ces 4 masters ont été créés en 2011 à l'Université Paris-Descartes et qui donc permettaient aux étudiants de se former vraiment là-dedans, alors que jusque-là c'était que des professionnels qui pouvaient faire un DU ou des choses comme ça. Et les masters étant un master professionnel et recherche, on va au doctorat. Donc on a des doctorants et des docteurs. Ça se professionnalise. Voilà. Voilà.
Donc, et ça c'est important, et bien sûr les associations fédérations vont dans le sens d'une reconnaissance de statut qui n'est pas encore là, mais avec cette formation universitaire, forcément ça va quand même aider. Donc c'est plutôt une avancée importante, le fait que la musicothérapie soit reconnue, parce que moi j'en étais restée au fait que n'importe qui pouvait devenir thérapeute. Alors, tant qu'il n'y a pas le statut officiel, n'importe qui, mais ça c'est comme pour toutes les pratiques, malheureusement, peut encore mettre sur sa plante musicothérapeute, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur la formation des gens, mais c'est vrai pour plein d'autres pratiques. Mais avec un statut, effectivement, ça sera beaucoup plus difficile. Mais ça l'est déjà, parce que maintenant tout le monde sait qu'il y a un master, et donc on demande. Alors, on va passer maintenant à vos questions. Vous avez apporté un éclairage très très riche sur la musicothérapie, ses promesses et puis ses limites. Maintenant, je propose que ce soit à vous de poser vos questions directement. Merci par avance de poser des questions courtes pour qu'un maximum de personnes puissent en poser. Voilà. Qui veut commencer? Alors, il y a un micro-baladeur qui est ici dans la salle. Alors, on a beaucoup parlé de musicothérapie réceptive, mais peu de musicothérapie active. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Puis, du coup, j'ai une question annexe, c'est est-ce que tous les grands musiciens ne pratiquaient pas déjà pour eux-mêmes la musicothérapie pour leur souffrance psychique ou physique? Ça, c'est pas garanti. Si vous prenez les biographies des grands musiciens, il y en a qui vont vraiment pas mal. Qui ont quand même des gros problèmes. Je crois même que le taux de dépression chez les musiciens est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Donc, c'est pas une garantie parce que, encore une fois, pour la thérapie, il faut une relation thérapeutique. Il ne faut pas être tout seul avec soi-même. Alors, tout seul avec soi-même, on peut s'aider. Moi, je suis la première à me mettre une musique que j'aime bien à certains moments parce que j'ai envie de me faire du bien. Hein. Heureusement. Mais ce n'est pas une thérapie. La thérapie, ça demande à sortir un peu de soi pour effectivement s'accorder avec quelqu'un d'autre et puis faire un travail. C'est un processus, la thérapie, qui dure un certain temps et qui engage. Et là, qui engage avec quelqu'un qui a une expérience musicale importante, musicothérapeute. Donc c'est vrai qu'on peut partager profondément au travers de la musique. Il y avait la musicothérapie réceptive. La musicothérapie active. Alors effectivement, bon, pour faire ce genre de recherche, c'est sûr qu'il faut avoir des stimuli musicaux qui restent à peu près les mêmes, etc., etc. Donc c'est vrai que la commercialisation va toujours dans le sens de la musicothérapie réceptive. Forcément, les disques que vous achetez. Pourtant, actuellement, dans la pratique, on fait beaucoup plus de musicothérapie active que de réceptive dans la pratique de musicothérapeute. En France et à l'étranger, encore plus. Parce qu'effectivement, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, on crée la relation à partir de pratiques sonores, musicales. Donc, on peut faire une expérience ici, mais avec des instruments de musique, c'est plus agréable. Mais c'est d'improviser. Alors, effectivement, le musicothérapeute, il improvise. C'est un grand improvisateur. Il improvise avec le patient ou avec les patients, un groupe de patients. Et c'est tout ce travail de développement de l'écoute de l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est vraiment l'écoute de l'autre, la relation, l'expression, ce que je peux exprimer, ce que je ne peux pas exprimer, comment le musicothérapeute va peut-être m'aider à pouvoir m'exprimer plus. Comment je communique ou je ne communique pas du tout, je suis dans ma bulle. Ça ressort beaucoup dans ce que j'appelle la communication sonore, c'est-à-dire quand on fait l'expérience à deux, par exemple, la bulle, on fait l'expérience d'essayer d'entrer en relation par l'intermédiaire des sons. Voilà. Donc, on ne demande pas de faire de la musique. Hein. Ça, mais si vous fermez les yeux pour le faire, ce qui permet de se concentrer là, et bien tout de suite, on se rend compte de l'écoute qu'on a ou pas, et de la façon dont on s'enferme ou pas dans sa bulle, et où on essaie de se faire
un cinéma dans sa tête pendant que l'autre est en train de jouer et en train d'essayer de vous demander, enfin d'essayer de communiquer, puis vous êtes parti dans... Ça apparaît tout de suite. Donc c'est très efficace pour prendre conscience des difficultés relationnelles et les travailler. Je parlais dans famille, là c'est formidable, la famille dans le parents. Oui, thérapie familiale. C'est actif, bien sûr. Je vais juste parler rapidement de mon expérience en musicothérapie active aussi, qui est complètement différente. Donc vous répondez toujours à la question. À sa question de musicothérapie active avec des exemples très concrets différents. En fait, j'étais aussi musicothérapeute pendant de longues années. Et j'ai travaillé 7 ans auprès des traumatisés crâniens. Et je pense que la force du musicothérapeute et la grande différence entre un prof de musique, c'est toujours s'adapter aux personnes et en fonction de notre objectif thérapeutique, adapter une méthode. Même en musicothérapie active, il y a un ensemble de méthodes très très large. Je prends le cas d'une patiente qui arrivait avec des gros troubles de la mémoire suite à un accident de cheval, qui était amnésique, incapable de mémoriser une nouvelle information. C'est en gros le dossier médical qu'on me transmet de cette patiente. Et moi je me pose la question en tant que musicothérapeute, comment par la musique je vais pouvoir travailler sur ces troubles de la mémoire. Et là, donc je lui demande, je la vois cette patiente, qu'est-ce que tu aimes comme instrument? J'adore le piano, j'adore Mylène Farmer. C'est vrai que vraiment, je n'ai pas l'habitude d'écouter. Je lui dis, bah, viens avec ton CD, on va écouter. Je suis musicothérapeute, j'ai un peu d'oreille. Je reprends à l'oreille les 3 mélodies, les 3 notes. Et cette patiente était supposée ne plus pouvoir mémoriser une nouvelle information. Et vous allez voir qu'on a des vidéos avec des neuropsychologues, justement, avec qui on travaillait pour faire de la recherche aussi. Et on voyait qu'au fur et à mesure des semaines, cette patiente était en fait capable de mémoriser de nouvelles informations médicales. Et le plus beau résultat dans ces vidéos, au bout de moments comme ça, on voit la patiente qui retrouve la lettre Alice. Au bout de 3 semaines, elle le connaît par cœur, le morceau, c'est elle qui l'a choisi, qui voulait le faire. Et elle regarde la caméra, elle dit, et après qu'on vient de me dire que j'ai pas de mémoire. Et ça, pour moi, ça a été le plus beau résultat. C'est pas qu'elle a fait ces 12 notes de musique allongées. Déjà, c'est impressionnant parce que le cerveau a bien mémorisé une nouvelle information, donc, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais en plus de ça, c'est le travail du musicothérapeute, c'est la valorisation de la personne. Et donc, c'est. Bon, ça arrive. On est trop oui. Ces vidéos, non, mais c'est des vidéos de travail qu'on présente dans des films. Juste pour dire que ça, c'est un point important des découvertes des neurosciences. Nous, on le connaissait dans la clinique, mais les neurosciences l'ont mis en évidence, c'est que la mémoire musicale est différente de la mémoire verbale, qu'elle dure beaucoup plus longtemps, et que donc même, c'est pour ça qu'on peut travailler beaucoup avec l'Alzheimer, parce qu'effectivement, ils peuvent encore apprendre des nouvelles mélodies en étant Alzheimer, alors que même le langage, ils l'utilisent plus. Donc ça, c'est une information que vous avez. Et une dernière donne, un autre exemple complètement à l'opposé, je vous dis pareil, quand j'étais... Ah, d'accord. Bon, quand j'ai été amené à travailler en prison, ma problématique c'était des jeunes qui étaient en désinsertion sociale, et donc j'ai été payé par ce qu'on appelle le service d'insertion de probation, et ma mission, mon objectif thérapeutique, c'est comment réinsérer ces jeunes par la musique. Et donc là, en tant que musicothérapeute, je me suis creusé la tête, je me suis dit comment les faire aller à l'école, aller en informatique, exprimer aussi leur violence, parce qu'il y a aussi des crises d'enfermement, il y a vraiment de souffrance en prison. Et donc grâce à la musique, ils écrivaient leurs textes, ils verbalisaient, donc ils racontaient, c'est l'histoire d'un jeune de 12 ans qui se faisait taper par son beau-père, et là commence la galère, les échecs scolaires avancent, j'ai encore tous ces tests qui me reviennent. Et donc ils verbalisaient, ils allaient à l'école, je leur dis j'enregistre ton disque, quand tu vas à l'école corriger ton truc, tu vas à l'informatique faire ta pochette d'album, et en fait ils réinséraient l'ensemble du processus scolaire de la prison grâce à la musique, parce qu'ils aimaient ça tout simplement. Grâce à la relation. Et grâce à la relation bien sûr, et avec tous ces intervenants où la musique était au cœur du projet de réinsertion. Et ça marchait très bien avec les ados. On passe à une autre question peut-être pour qu'il y en ait un maximum qui puisse... Bonsoir. Vous avez évoqué les patients Alzheimer. Je voudrais savoir si les musicothérapeutes travaillent avec des patients Parkinson. Et du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fonctionne? Ça, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait personnellement, mais je sais qu'il y a eu des recherches notamment à partir du rythme aussi, pour aider les Parkinsoniens à partir du rythme musical. Mais maintenant, je n'ai pas pratiqué moi-même avec des patients Parkinson, mais c'est utilisé. C'est utilisé par Parkinson, il y a beaucoup d'études dans le traitement de la douleur, parce que ça provoque des douleurs aussi sévères, chroniques. Et aussi, effectivement, ce qu'il y a dans les patients Parkinson, il y a ce qu'on appelle des périodes de freezing, où ils vont marcher pendant 100 mètres et tout d'un coup, la marche va s'arrêter, c'est mécanique. Et là, grâce à des études qui montrent que quand les patients travaillent avec un métronome et un rythme de la musique stimulante et qui marchent au rythme de la musique, ces périodes de freezing sont de façon très significative réduites. Donc ça peut effectivement agir sur le système moteur
et permettre de rééduquer un petit peu la marche. C'est vrai que sur Parkinson, il y a encore beaucoup de travaux à faire, je pense. Une autre question peut-être? Oui. Alors c'est peut-être un peu idiot, mais faut-il aimer la musique pour y être sensible dans le cadre d'une thérapie? Moi je connais des gens qui peuvent me dire, moi la musique, j'en écoute pas trop, ça m'a un peu vulgaire. Est-ce qu'il peut y avoir des effets? Oui, l'intérêt c'est d'essayer de comprendre sa relation à la musique. C'est ça. Et parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de personne qui soit complètement fermée à la musique. Et après, ça dépend de son histoire, son art musical, etc. Et c'est ça qu'on va reprendre. Et puis, bien sûr, il sera, je pense, tout à fait accessible à la musicothérapie. Je pense qu'en musicothérapie, le groupe réceptif, au contraire, c'est intéressant. Dans un groupe, on aura forcément des avis divergents. Et un patient qui vous dit j'aime pas cette musique, je pense que pour le thérapeute, c'est très intéressant d'aller creuser pourquoi on n'aime pas cette musique. Et donc, ça crée du langage, ça crée du dialogue, de la relation d'écoute et des choses qui peuvent émerger comme ça. Parce que le son de violon me rappelle quelque chose d'une époque et on peut creuser dans cette relation thérapeutique avec son patient. Et ce qui est intéressant dans cette question, moi j'avais testé en tant que patient une séance de musicothérapie de groupe, et le fait même d'écouter une musique pour ce qu'elle nous fait, indépendamment du jugement de goût, déjà nous met dans une écoute particulière qui n'est pas une écoute de public lambda, puisqu'on n'est plus à se poser même la question de l'adhésion. Alors ce qui est marrant, c'est justement qu'il y a plein de conduites d'écoute qui sont presque interdites dans ce type de cadre, au sens où moi, le psychothérapeute que j'avais devant moi, je lui ai dit auparavant que j'étais musicologue, il m'a dit « Ah bah du coup, c'est pas sûr que ça marche sur vous, parce que justement, vous êtes trop banalisé. » Comme si l'effort intellectuel que pouvait créer une musique ou le fait de potentiellement rentrer dans un rapport d'analyse formelle avec elle, nous couper émotionnellement, ce qui est un fantasme qui est sans doute le propre. Ça arrive. Oui, ça peut arriver. Enfin bon, enfin, je veux dire, ça m'exclut pas, a priori, en tout cas, de faire une expérience et se constituer quasiment en cobaye. Et pas forcément en auditeur. Et ça, c'est intéressant comme ça déplace les choses par rapport à la question de tout à l'heure aussi. Moi, j'ai fait, en tant que poète et pas en tant que thérapeute, des expériences d'ateliers de fanfare verbale avec des autistes. Et moi, n'étant pas dans un objectif thérapeutique, je ne me souciais pas tellement de savoir à quel point ça leur faisait du bien. En revanche, je me souciais beaucoup de la liberté qu'ils pouvaient trouver dans ce type d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à sortir d'un but thérapeutique, mais à faire une expérimentation à l'endroit de gens qui ont une souffrance spécifique, et ben il se passe encore autre chose. Et c'est vrai que ça peut être bien de décadrer les expériences d'une façon générale. Alors, moi je me place du point de vue du compositeur, et je me pose la question, comment composer une musique qui soigne? Et je vois que dans votre application, vous disiez que vous alliez créer des musiques originales pour suivre votre processus en U ou en L. Voilà, quel processus, quelle relation vous avez avec un compositeur quand vous demandez de composer une série de musiques qui sont cohérentes les unes avec les autres et tout de suite le processus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment subjectif. D'un compositeur à un autre, il y a une histoire différente. Mais c'est vrai que quand je parle avec mes compositeurs, ils ont une relation déjà avec la musique et hyper thérapeutique. C'est vrai qu'ils comprennent tout de suite quand ils font des morceaux plus ou moins rapides, ils voient l'influence quand ils sont sur scène, l'influence que ça a sur le comportement des gens. Donc pour eux, ils adhèrent effectivement très très facilement. Après, ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un vrai cahier des charges. Et pour moi, la bonne musique, justement, c'était un peu le titre, pour moi, c'est comme la nourriture qu'on mange, mieux elle est meilleure. Hein. Et la musique, c'est pareil, il faut qu'elle soit bonne pour qu'elle soigne quelque part. Donc c'est pour ça qu'on va travailler, nous, avec les plus grands compositeurs. Les derniers enregistrements qu'on a fait, c'est on joue avec les Tony Allen, qui est notamment le batteur de Fela Kuti, de la musique africaine, qui est le plus grand batteur du monde. Et lui, il a une expérience tout à fait magique. Et quand je lui parle de musicothérapie à ce compositeur, justement, j'en parlais tout à l'heure, je lui dis qu'est-ce qu'on entend par musicothérapie? Il me regarde, un musicien nigérien qui n'a rien à voir, il n'avait jamais entendu le mot musicothérapie. Il me dit, mais quand j'ai appris à marcher, je faisais de la musicothérapie. Quand j'ai appris à parler, je fais de la musicothérapie. Quand je vais à l'église, je fais de la musicothérapie. Tu m'enlèves la musique à l'église, je ne vais plus à l'église. Et donc, donc, ce sont des compositeurs qui sont aussi très impliqués et qui travaillent avec l'outil musical du matin au soir. Donc, il n'y a pas mieux comme expert en tant que musicothérapeute avec qui échanger et collaborer. Le travail du musicothérapeute, pour moi aujourd'hui dans mon activité, c'est être avec des chercheurs scientifiques, être avec des musiciens, les meilleurs, je cherche les meilleurs scientifiques, je cherche les meilleurs musiciens et les meilleurs musicothérapeutes. On essaie et c'est cette alchimie entre ces trois professions qui fait qu'on se pose, on brainstorm et on fait au mieux. On n'a pas la solution, cette technique est bien, elle est évaluée,
ça continue, mais la recherche, et c'est une technique parmi des milliers. La musique, c'est tellement large que il y a encore beaucoup de choses à faire. Du coup, est-ce que mais ils disent que c'est le meilleur musicothérapeute, finalement, c'est pas le musicien. Non, mais c'est un ensemble. Moi, je dis meilleur musicothérapeute, c'est à la recherche, à la pointe de tout ce qui se fait au niveau de la recherche et d'essayer de mettre ces... Mais là, on est en train de laisser à médicaliser notre rapport à la musique quand on dit ça. Parce que précisément, on est en train de dire il faut que la musique nous soigne. Alors qu'il y a une gamme d'expériences. Mais quand même, par rapport à la commande. Il n'y a pas d'injonction là-dedans. Hein. Non, mais il y a quand même une injonction faite au compositeur, par exemple, de commencer un morceau à un BPM de 90-100, puis de descendre, et puis de retirer le nombre d'instruments, et puis de dessiner un parcours tonal qui puisse accompagner le L. Donc là, il y a quand même un certain nombre de critères formels qui sont donnés, et qui sont déduits de ce que telle chose va produire tel effet. Alors, il y a des versions délirantes. Il y a un siècle, on disait par exemple que pour se soigner de la kleptomanie, il fallait utiliser le violon, choses comme ça. Mais ça veut dire qu'on est toujours dans cette petite promesse de ce que tel effet sonore va produire tel effet. Alors que finalement, vous disiez vous-même que c'est plus complexe que ça. Et que je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que tout ça c'est complexe, mais quand même, il n'y a pas de musique thérapeutique. Voilà, ça n'existe pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Encore une fois, j'ai dit que la musicothérapie, c'est un processus thérapeutique à l'intérieur d'une relation où la musique a une place essentielle. Mais il n'y a pas de morceau de musique thérapeutique. Alors je réagissais là, entre nous tout à l'heure, parce que effectivement c'est vrai que dans les années 69, là, quand on a commencé, c'est la première chose qu'on nous demandait, c'était de créer des musiques thérapeutiques. Voilà. Alors il y a des disques qui ont été faits, enfin il y a un disque vraiment qui a été fait. Pour le mal de tête. Voilà. Et puis en Allemagne, j'avais vu ça effectivement, ils avaient très précisément... Bon, c'est n'importe quoi. Hein. Mais c'est vrai que si vous le marquez, alors je l'ai vu parce qu'il y en a un certain nombre de disques qui se sont vendus. Hein. Si vous marquez sur la pochette, parce qu'il y avait des pochettes à l'époque, hein, on pouvait marquer. Donc on marquait que ça faisait beaucoup de bien, qu'il y avait plusieurs témoignages, etc. etc. C'est de l'induction. Hein. Bon, donc voilà, vous y croyez, si vous y croyez, ça va marcher. C'est l'effet placebo. Oui. Qui est efficace. Qui est efficace. Bien sûr. Une autre question Moi, je voulais m'emporter peut-être dans le domaine du chamanisme. Je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus. Mais voilà, d'une façon très ancienne et traditionnelle, on unit pas mal la musique, le rythme et les décorations sonores. Est-ce que, voilà, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a des études occidentaux là-dessus? Ce que je disais, c'est que dans toutes les thérapies traditionnelles, il y a la musique, et le chamanisme en particulier. Mais là, à l'intérieur de tout un processus thérapeutique aussi, qui est très complexe, encore plus complexe, parce qu'il y a les musiques, mais il y a les sacrifices, il y a les parfums, les odeurs, enfin bon, il y a la communauté qui est là, donc c'est les thérapies de groupe. Il y a multiples paramètres qui font le chamanisme, qui font les thérapies traditionnelles. Donc c'est encore beaucoup plus difficile à analyser. Il y a eu des travaux dessus. Mais je veux dire que là, c'est pas la musique, c'est tout le contexte qui est thérapeutique. Quand vous avez toute votre famille qui vient en soins, je pense aux thérapies africaines aussi, le end-up et autres, toute la communauté qui vient vous soutenir pour votre thérapie, effectivement, hein, c'est pas rien. On imaginerait difficilement ça maintenant chez nous. Hein. Mais bon, donc voilà. C'est ce qui fait la difficulté pour effectivement nos critères actuels de rentabilité, d'évaluation, etc. C'est très simple. Ce qu'on m'a demandé pour une recherche, j'avais un grand projet de recherche pour les prématurés au Vert de Bray. Alors effectivement, on a travaillé pendant 2 ans pour mettre en place tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut faire vraiment des choses exceptionnelles dans ce cadre-là. Oui, sauf que ça s'est terminé que le médecin qui avait repris le service en main, quand il a vu notre projet, il a dit oui, écoutez, tout ça c'est très complexe, pour publier rapidement, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, alors vous allez mettre de la musique au moment où on pique le bébé, et on va voir ce que ça va donner, parce qu'on aura le rythme cardiaque, etc., etc.
imaginez, ça n'a plus de sens. Bon, et en plus, la musique, ça va durer 30 secondes. C'est pas du bébé en plus, c'est complètement du bébé. Non, mais du coup, j'ai renoncé. Mais pour dire, voilà, le problème, c'est vraiment. Enfin, le problème et la richesse, c'est que la musique, c'est énorme comme richesse. Et que ça ne peut pas rentrer dans les petites pilules qui veulent nous faire. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, j'ai une question sur le son. Le rapport du son, vous avez fait allusion en parlant de l'intention du compositeur. Si on travaille avec un objet sonore, par exemple un bol tibétain, est-ce que vous pensez que l'intention de celui qui va frapper le bol va avoir une influence sur l'effet thérapeutique? C'est ce qu'on dit de la relation. Comment? C'est ce que vous dites de la Oui, relation. Vous il y a voulez que une l'intention intention de s'entende, relation. en fait. Vous voulez que l'intention s'entende. Oui, est-ce que l'intention, il y a beaucoup de travaux sur l'intention, est-ce que ça sort du cerveau? D'accord, vous validez ça. Et une autre question, il y a aussi beaucoup de recherches sur la capacité qu'a le son à toucher précisément des organes. Là, on est dans un autre domaine, mais pas si loin. Est-ce que vous croyez à ces recherches? C'est la thèse de Joël Steinheimer. Là, c'est la protéologie. Ouais, ça, c'est sur La les plans. protéologie, exactement. Ça, c'est sur les plans. C'est encore autre chose, là, c'est plus la médecine chinoise avec les... Par exemple. Les diapasons, Exactement, les diapasons thérapeutiques, par exemple. Les fréquences. méridiens. Ouais, c'est vrai que c'est calqué des méridiens. En fait, toute la musique occidentale arrive de cette gamme pentatonique chinoise et qui après a été développée à 12 demi-tons, qui est notre gamme occidentale. Ouais. Et c'est vrai que la médecine chinoise, auprès de ces 5 notes de musique qu'on appelait, enfin, qui correspondaient aux 5 éléments justement de la médecine chinoise, le feu, je ne sais plus, l'eau, ainsi de suite. Et ils ont fait une correspondance de ces 12 méridiens, ils ont trouvé nos 12 notes. Donc c'est vrai, et là ça correspond effectivement, selon la médecine chinoise, le do correspondrait à cette partie, le ré, ainsi de suite. Alors ça n'a jamais été prouvé. Bah, surtout qu'on ne sait pas dans quel diapason il fonctionne. Et après, alors, le là, à l'époque, faut voir. Ah, il y a des trucs précis. Hein, on peut retrouver, je pense, des fréquences. Mais les fréquences, on peut les mesurer On depuis sait 1700. On sait que c'était en fa à peu près, la première gamme pentatonique. Oui, ça ne dépend pas le diapason, dire que c'est en fa. Non, ouais. C'était enfin, une forme de. On a une fréquence, enfin le fa, c'est pas le. Ouais. Bah, t'as raison, c'est vrai. C'est pas encore précis. Non, mais voyez, là aussi. C'est pas prouvé scientifiquement. C'est une hypothèse, c'est empirique. Oui, mais là aussi, c'est toute une théorie médicale derrière. C'est-à-dire ces correspondances avec les 5 éléments, etc. C'est ça qui donne le sens et c'est ça qui fait que c'est thérapeutique. Et ça, nous, on l'a eu au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, on faisait de la musicothérapie, effectivement, avec la théorie des 4 éléments chez nous. Et effectivement, on rééquilibre quelqu'un qui est nerveux ou je ne sais pas quoi, on le rééquilibre. Alors, moi, j'ai des correspondances avec... C'est la théorie des humeurs. Oui, la théorie des humeurs. Et les musiques étaient précisément indiquées pour rééquilibrer de cette façon-là. Donc, mais en fait, ce qui joue, c'est quand même l'ensemble de l'interprétation. On donne du sens à l'expérience de cette façon-là. Et on partage, le patient et les thérapeutes partagent la même signification globale, puisque tout là est relié au cosmos. Si vous enlevez ça complètement du contexte et vous le faites avec quelqu'un ici qui ne connaît rien, qui n'a jamais entendu rien de ça, on aura des résultats différents, forcément. On passe à une autre question. Deux questions. Est-ce qu'il y a des maladies, aujourd'hui en fait, quelles sont les maladies que l'on peut soigner avec cette technique? On ne peut pas tout soigner quand même avec ça. Alors, je réponds rapidement après je laisse, mais il n'y a pas... Là c'est vrai que le plus gros... là on vient d'équiper de tout un hôpital de 560 chambres, notamment avec la solution musicaire. Et c'est vrai que c'est important, c'est un accompagnement pour le patient, pour un trouble du sommeil. Aujourd'hui l'infirmière elle est formée, on change son habitude. Aujourd'hui le trouble du sommeil c'est un cacheton. Aujourd'hui on éduque les infirmières ou les soignants à dire bah non, avant le cacheton c'est musicaux. Aujourd'hui c'est ce programme. Ça peut être un toucher massage, ça peut être de l'hypnose, ça peut être une autre technique que la musique, mais on l'utilise comme ça. Moi, à partir du moment que le patient est hospitalisé, pour moi il a besoin d'un réconfort et d'une écoute psychologique. La musique va pouvoir accompagner.
Et donc, dès qu'on est hospitalisé, dès qu'on a une maladie, on a besoin du réconfort. Et la musique, je pense, peut vraiment, et peu importe le type de maladie, dès qu'on est malade et on rentre dans ce processus, la musique peut jouer un rôle, je pense, à différents niveaux. Mais toujours dans les hôpitaux. Hôpitaux ou à l'extérieur, dès qu'il y a le mot maladie, je pense que la musique aujourd'hui peut jouer un rôle à utiliser à bon escient, à accompagner avec un musicothérapeute, mais peu importe la maladie, je pense que dès qu'on est dans un processus de maladie, la musique peut participer au rétablissement. Une autre question là-bas. Ce sera la dernière. Bonsoir. C'était peut-être juste une demande de précision, le rapport avec la voix, et si dans la musicothérapie, on chantait, est-ce que avec les personnes? Oui, oui, bien sûr, on utilise la voix, c'est le premier instrument, hein, bien sûr. Oui, oui. Alors, bon, pour les patients, c'est pas forcément naturel de chanter comme ça. Bon, donc ça vient. C'est pour ça que souvent on utilise des intermédiaires que sont des instruments. Hein. Mais à un moment ou à un autre, bien sûr, la voix vient. Non, c'est très important. Et puis la voix du thérapeute est très importante, musicothérapeute. Moi j'ai une dernière question quand même, c'est comment la musicothérapie va évoluer selon vous d'ici 2030, 2050 pour conclure cette silence. Je pense qu'on dira ok Google, est-ce que tu peux nous jouer une playlist contre l'hypocondrie que m'a déclenché ma vie professionnelle. Ouais. Et là, il y aura une playlist expressément écrite. C'est possible. Je suis plus optimiste quand même. Alors, je pense que le statut de musicothérapeute sera reconnu, comme il y a 2 semaines, on a fait reconnaître l'activité physique comme un traitement et une prescription médicale et un remboursement de la HAS. Et la mission qu'on a aujourd'hui, je pense, en tant que musicothérapeute, c'est de dire que le sport, ça soigne le corps, et la musique, ça soigne l'esprit. Et le sport et la musique sont vraiment fondamentales dans l'éducation de l'homme. Et la musique devrait être reconnue effectivement comme un accompagnement dans la musicothérapie, bien sûr. C'est pour ça qu'on a encore une fois la musique, heureusement. Voilà, non, j'espère que ça finira pas comme le préconise David. Je ne le préconise pas. Alors, pour conclure cette conférence, nous allons maintenant passer au sum-up, c'est-à-dire que pour résumer, élargir les perspectives de cette conférence, je vais vous demander à chacun si vous aviez un message, un seul à faire passer en 30 secondes, là tout de suite. N'attendez pas d'être malade pour écouter de la musique. Qu'est-ce que vous diriez en 30 secondes? En 30 secondes. Non, j'ai pas beaucoup de. Non, pour moi, c'est l'éducation, il faut que ça rentre dans les mœurs et vivement que la musique puisse intégrer de façon officielle, j'allais dire, les hôpitaux. Non, moi je veux dire faites de la musique. Voilà. Parce qu'à titre préventif, à titre de plaisir, à titre tous les facteurs qu'on a évoqués là, vous allez pouvoir en bénéficier et faites-en beaucoup parce que même maintenant pour les démences Alzheimer et tout ça, c'est la musique qui reste. Donc emmagasiner beaucoup de musique pour en avoir beaucoup dans vos jours. Alors, si vous aviez un cadeau à faire à la salle, un cadeau musical, on va commencer par Edith. Ce serait quoi? Alors, en fait, j'aurais aimé faire un cadeau qui soit en relation avec la musicothérapie directement, mais ça n'a pas été possible. Donc, j'ai choisi le concerto de Mozart pour clarinette, qui est très connu, le début de l'Adagio, parce qu'effectivement, il y a une émotion musicale. Donc, ça, c'est la question de la dimension esthétique dans la relation thérapeutique. Elle est au sein de nous. Je suis clarinettiste.
tard en fait, pour faire ça. David, ce serait... Est-ce que je peux justifier le choix après qu'on l'ait écouté? Voilà. Bravo. On peut dire que c'est le Quatuor 15 mouvement lent de Beethoven, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi. Alors je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais en fait j'ai fait ce choix parce que récemment j'ai animé une conférence sur Berlioz à la Philharmonie de Paris. Et j'ai fait entendre cet extrait musical à des mélomanes, en leur disant que Berlioz, quand il avait entendu ce quatuor, avait ensuite écrit qu'il imaginait qu'il était dans un château gothique et que quelqu'un racontait une histoire absolument effrayante, mais qui en même temps attirait tellement l'attention de tous les auditeurs qu'il avait autour de lui que le cercle des auditeurs se refermait sur lui. Et quand j'ai dit tout ça aux gens qui étaient réunis, ils ont dit « c'est jamais qu'une musique apaisante ». Et en fait, voilà, ce que je crois, mon problème essentiel avec tout ce qu'on raconte là, c'est qu'on a maintenant une espèce de téléguidage de nos émotions à l'écoute de la musique qui parfois nous arrête sur l'émotion que l'on ressent et nous empêche d'aller au-delà. Et j'ai effectivement peur qu'on perde l'imagination dans tout ça. Et il me semble que l'imagination est devenue une espèce de ressource rare, extrêmement menacée par la captation de nos attentions, par tous les procédés de captation de nos attentions dont on peut être les victimes. Et donc, si on pouvait protéger nos imaginations, eh bien, allons avec Berlioz, nous retrouvons ce château gothique grâce à Beethoven. Et donc, à vous pour le cadeau musical. Oui, alors je faisais une petite vidéo, c'est ça, normalement? Je crois, a priori, ouais. Bah, c'est un petit enregistrement qu'on a fait, j'ai eu la chance de jouer avec des musiciens de Bob Marley, c'est un vieil ami qui a 15 ans. Et vraiment, je ne joue jamais sur les productions musicales de musicaires, et c'est que vraiment, il va vraiment faire la basse. Donc, c'est moi la basse, sur du reggae. Avec Igor, qui est le fort tromboniste jamaïcain. Jusque là, vous avez entendu du classique, d'autres façons, ce sera plus du reggae. Mais normalement ça laisse après le tempo. C'est frustrant, mais merci pour tous ces beaux cadeaux. La conférence s'achève maintenant. Peut-être que vous écouterez la musique un peu différemment en sachant les transformations subtiles qu'elle peut opérer en vous. Peut-être penserez-vous au voyage tranquille, d'une note jusqu'à votre cerveau, à leur rencontre, aux ajustements qu'ils vont faire ensemble au bénéfice de votre santé. Voilà, tout en n'oubliant pas, bien sûr, une donnée importante, c'est le plaisir d'écouter de la musique, le plaisir tout simplement.